Dans une galaxie lointaine, très lointaine, deux ornithologues vous parlent chaque semaine de leur dernière découverte. Ce qu'ils vont vous raconter ce soir va bousculer l'équilibre de la force. Et là, du coup, tu mets le générique, Sophie. Non, j'étais plus partie sur la respiration de Dark Vador, mais Ah, ok, tu veux si qu'on tu veux. mette, le thème de l'Empire? On peut. Ah, ça Ah, aurait été écoute. marrant. Hein. Non, t'es partie dans des tonalités un peu sombres, alors je me suis dit, Ouais. ça irait bien Alors qu'il n'y a rien avec. de sombre dans cette formidable étude qu'on va vous raconter d'ici quelques instants. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le courrier de la Sterne. Comment ça va, Sophie? Mais ça va très bien, écoute. Ça me donne des envies de sabre laser, tout ça. Est-ce qu'on va se faire un petit combat? Alors, on Ce va se serait faire un bien. combat, oui, puisque c'est des oiseaux qui vont être mis en compétition. Mais Des non. combattants? Alors, des Oh. combattants, je ne sais pas. Mais en tout cas, 9 oiseaux se sont affrontés. Et on Mhm. verra qui est le grand vainqueur de ce concours particulier qui tourne donc autour de Star Wars. Vous êtes dans le courrier de la Ouais. Sterne, on va évidemment parler d'oiseaux, bien sûr. Voilà. Et toi, Sophie, du coup, tu vas nous parler de quoi? Eh bien, moi, je vais vous parler de chauve-souris. Sacrilège. Oh bon, ça va, écoute, hein, on n'est pas à ça près, Ah, mais non? bon, ouais, attention, attention, attention. De chauve-souris, donc. Très bien. Mhm, Mhm. exactement. Eh ben écoute, on va voir ça dans la toute première partie. Et on partira dans la galaxie dans la seconde partie de l'émission. Mais avant tout ça, avant de partir dans le cosmos de ce que nous réservent les oiseaux, bah on va découvrir un petit peu les petites anecdotes qu'on a à vous raconter. Sophie, qu'as-tu à nous dire dans la rétro piou piou de cette semaine? Alors, on va commencer par une mauvaise nouvelle, Ah hélas. mince. Une étude publiée dans Science dernièrement sur la grippe aviaire nous annonce que, ben, en fait, elle n'est pas si sensible que ça au changement de température. Alors, on a l'habitude de la grippe automnale ou hivernale, hein, avec généralement la grippe qui n'est plus là quand les températures commencent à se radoucir. Eh ben, c'est pas le cas. Il semblerait pour la grippe aviaire qui est très résistante au changement de température. Manque de bol. Et il y a une étude qui est sortie pas plus tard qu'aujourd'hui de l'Institut Pasteur qui dirait que si le virus de la grippe aviaire mute, ce serait beaucoup plus dangereux que la Covid. Donc Exactement. on est à une tangente quelque part avec ce Oui, virus de la grippe aviaire. oui. Donc On est à une ça s'annonce tangente. pas bon. Hmm, Voilà. absolument. J'en ai peur. Moi, je vais parler de cigogne avec une toute petite interview que vous allez pouvoir retrouver dans la presse de la Manche. C'est une interview menée avec Alain Chartier, donc que vous connaissez peut-être si vous habitez dans la Manche, conservateur de la réserve des Marais de la Taute. Et si je vous ai sélectionné cette petite discussion, eh bien c'est tout simplement pour parler de cigognes. On a souvent l'habitude de parler des cigognes d'Alsace, mais de plus en plus de cigognes s'installent notamment dans les marais du Cotentin, et on pourrait atteindre, selon Alain, 600 couples d'ici à 2030. Donc je vous laisse Oh. évidemment ce petit article pour savoir d'un, pourquoi les cigognes s'installent dans la Manche, et de deux, connaître un petit peu la dynamique de population de cet oiseau. D'accord. Bon, écoute, pourquoi pas, hein, Hmm. moi je suis pas contre. N'hésitez pas à construire des cheminées pour les encourager. Hein. Ouais, des gros nids aussi pour. Oui, des grosses cheminées. Bah moi de mon côté, on va partir en Afrique du Sud, parce que bon bah voilà, Parce que c'est là que tu j'y habites. habite mine de rien, hein, après tout. Il y a une petite étude qui est sortie il y a pas longtemps sur la découverte d'une population jusque-là inconnue d'un oiseau qui est très très rare en Afrique du Sud, qui est malheureusement endémique à l'Afrique du Sud et qui est en passe de disparaître, qui est l'alouette de Botha. Alors l'alouette de Ok. Botha, bon, c'est comme une alouette française, ça a un petit peu plus ou moins la même taille, c'est dans les tons marron-brun, ça change pas beaucoup de celle que vous voyez en Europe, très honnêtement. Mais c'est une espèce à part entière, et malheureusement en Afrique du Sud, on a moins de 400 individus qui sont encore vivants
dans la nature, du moins au dernier compte. Mhm. Et ils essaient tant bien que mal de retrouver des populations qui seraient peut-être éparpillées à droite à gauche et qu'on n'aurait pas retrouvées parce que l'Afrique du Sud, c'est très grand, ça fait quand même 3 fois la France, et donc il est possible qu'on ait loupé des endroits. Donc ils ont retrouvé dernièrement une petite population qu'ils ne connaissaient pas, avec quelques individus dedans, qui permet donc de monter le compte total de ces individus dans la nature à 340 adultes pour l'instant, avec des couples reproducteurs évidemment. Mais par contre, évidemment, avec toutes les histoires de changement climatique, d'utilisation des terres pour de l'agriculture ou tout simplement pour d'autres choses que juste laisser des terres en friche, et ben évidemment ces oiseaux sont en passe de disparaître. Et il y a des programmes, enfin notamment un programme de conservation qui est mis en place avec l'aide de la LPO locale pour essayer de faire survivre cette espèce au maximum. Bon, c'est évidemment, il n'y a pas de solution miracle, hein, mais ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Ça semble bien parti voilà. pour toi? Alors, ils ont trouvé donc cette population qu'ils ne connaissaient pas précédemment, ce qui permet de se dire que peut-être c'est pas la seule population qu'on ne connaît pas, donc peut-être qu'il y en a d'autres et qu'il faut continuer à chercher. Récemment, les fermiers du coin, notamment dans les endroits où l'oiseau pourrait possiblement nicher ou être aperçu, ont offert l'accès libre à leurs terres pour qu'on puisse aller voir et enquêter sur les lieux, voir s'ils pouvaient trouver l'oiseau en question. Donc c'est plutôt bien, il y a une coopération qui se met en place. C'est cool. Et on espère que ça va durer. Voilà. Bah effectivement, on espère que ça va durer. Pour répondre à ta question, entre 800 et 900 couples. C'est énorme de cigognes. Du côté de la Normandie. Ça fait beaucoup quand même. Voilà. Ah oui. Pour donner une petite idée, et donc 5000 couples du côté de l'Alsace. Voilà, pour vous donner. Ça fait beaucoup. Pour vous donner une petite idée. Voilà, en Normandie seulement 800 à 900 couples. On va parler d'eau potable, Sophie, pour cette dernière archive de la rétro. Et on va parler d'un comportement qui a été photographié, un comportement d'oiseau. On a tendance à dire qu'il faut mettre notamment des bassines d'eau pour permettre aux oiseaux de s'abreuver et de se nettoyer le plumage tout au long de l'année. Eh bien, il faut savoir que certains oiseaux utilisent des trous qui sont faits directement dans les troncs d'arbres. Et des chercheurs se sont posé la question de savoir si c'était un comportement qui était plutôt répandu. Est-ce que ça correspondait plus à une famille d'oiseaux particulière ou non? Alors, leur conclusion s'arrête sur le fait que c'est un comportement que l'on voit surtout dans les forêts atlantiques. Et c'est un comportement qui, visiblement, serait présent chez une trentaine d'espèces. En tout cas, il a été identifié chez une trentaine d'espèces. On a des pics, on a des toucans, on a des perroquets, principalement, avec 84% des enregistrements qui ont confirmé la consommation d'eau justement à ces endroits où il y avait ces espèces de cavités et de l'eau qui se formait à l'intérieur. Et parmi ces espèces-là, 61% sont connus pour nicher dans des cavités d'arbres, 39% dans d'autres structures. Alors c'est juste une observation de science participative, mais c'est encore une nouvelle fois un comportement qui est remarqué du côté des oiseaux. Voilà pourquoi les oiseaux, c'est trop bien. Et on les aime. Exactement, on les aime. Donc, la question qui me vient, Sophie, et tu vas y répondre d'ici quelques instants, c'est pourquoi tu as décidé de parler de chauve-souris, à moins que tu aies quelque chose d'autre à dire pour conclure cette rétro. Non, ça ira. C'est bon. Alors, Sophie, chauve-souris, ce sera après ça. Chauve-souris. Des chauves-souris, Sophie. Exactement. Quel est le rapport avec les oiseaux? Ah oui, c'est sûr qu'on est un peu loin des oiseaux, on est sur du mammifère là quand même, mais bon, écoute, on va changer un petit peu et tu verras que le sujet se raccroche aux oiseaux tout de même d'une certaine manière. Je fais pas ça n'importe comment juste pour vous parler de chauves-souris qui sont très mignonnes, cela dit. Hein, évidemment, mais je ne me permettrai pas de parler de Star Wars si ça n'avait pas de rapport avec les oiseaux. Également, tu vois, voilà. c'est pareil, et voilà. Exactement. On a quand même une certaine éthique dans ce courrier de la Sterne, hein, il faut le noter. Alors, on va parler aujourd'hui d'une espèce de chauve-souris qui est présente en Europe, qui s'appelle la grande noctule, et c'est la plus grande espèce de chauve-souris qui est présente
en Europe. Donc on est à peu près sur une chauve-souris, alors c'est la plus grande espèce de chauve-souris, vous imaginez pas non plus un truc taille vampire, hein. On est quand même sur une envergure d'une 40-45 cm à peu près, pas plus que ça. Il y a une petite bestiole qui pèse même pas 50 grammes et qui atteint, lorsqu'elle n'ouvre pas les ailes, à peu près 14 à 17 cm de long. Ah oui. Donc on est vraiment sur un truc qui est pas très très gros. C'est une petite bestiole. Si vous voulez, ça fait la taille d'un petit passereau en quelque sorte. Ouais, c'est un petit voilà, pinson. c'est pas bien gros. Un petit Voilà. peu plus grand qu'un pinson. Oui, c'est pas énorme. C'est pas énorme. 45 grammes, c'est pas beaucoup, mais oui, ça équivaut à un pinson, un verdier, un machin comme ça. Et du coup, cette bestiole-là, elle est intéressante parce qu'elle a été étudiée pas mal par les chercheurs. Pour une bonne raison, c'est que son régime alimentaire est assez particulier. Alors, on a tendance à dire que les chauves-souris, bon, ça, c'est pas dangereux. Il y en a certains qui disaient à une certaine période que ça buvait le sang. Vous en faites pas, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment pas. Et celle-là, pas non plus. Hein, on va pas vous sortir des histoires de vampires. Mais en l'occurrence, elle a quand même une pratique un peu différente de ses consoeurs, celle-là. C'est qu'elle pratique une chasse au vol assez particulière. Alors, vous allez me dire, la chasse au vol chez les chauves-souris, c'est quand même habituel, parce qu'on sait qu'elles attrapent en plein vol des tas de petits insectes, des tas de petits trucs qui volent. Et d'ailleurs, c'est très pratique pendant les soirées d'été, parce que ça nous débarrasse des moustiques et des autres trucs qui sont piquants. Je crois que c'est plus de 500 par moustiques par jour que peut ingérer une chauve-souris. Faudra vérifier les chiffres, mais c'est... Ayez des chauves-souris à proximité de chez vous, hein, si vous voulez pas de moustiques. Par contre, ce serait bien de ne pas les toucher, par contre, si vous avez des chauves-souris près de chez vous, parce que juste un petit côté sécurité juste là, c'est que ce sont des animaux qui sont tout à fait capables de vous transmettre la rage, donc si jamais vous voulez toucher des chauves-souris, faites bien gaffe à prendre des gants et faites pas ça sans conseil de quelqu'un qui est spécialisé. Donc, la chauve-souris, on ferme la parenthèse, donc la chauve-souris en question, la grande noctule, se nourrit effectivement d'insectes qu'elle va chasser au vol. Vu sa taille, c'est la plus grande chauve-souris d'Europe, elle va quand même chasser du gros insecte. Hein. On part sur des gros trucs, des coléoptères, des libellules, enfin bref, des machins qui sont quand même assez mastoc. Et un autre item dans son régime alimentaire, on part aussi sur de l'oiseau. Alors, on a dit tout à l'heure, la taille de cette chauve-souris, c'est quand même la taille d'un petit passereau, donc c'est pas énorme. Elle va attraper des roitelets. Oui, mais pas que. Parce qu'il semblerait que... Alors, il y a eu plusieurs études sur le sujet, et au début, ça a un petit peu étonné tout le monde, parce que déjà, d'une, on l'avait jamais observé en train de chasser un passereau. Bon, déjà, c'est pas facile de suivre une chauve-souris en vol, je sais pas si vous avez essayé. Mais alors, en plus, essayer de la voir, de la prendre sur le fait pendant qu'elle attaque un passereau, bah, c'est encore plus difficile parce que d'une, on est en pleine nuit et de deux, souvent c'est à des altitudes qui sont pas faciles à prendre en photo et ça va un peu vite. Et donc on avait jamais réussi à savoir si effectivement c'était le cas ou si la chauve-souris était juste assez opportuniste et qu'elle se nourrissait juste du cadavre d'une petite bestiole qui avait été chassée précédemment. C'est tout à fait possible. Après tout, ça peut être charognard aussi de manière opportuniste. Et donc, on avait noté que ces chauves-souris-là, de temps en temps, elles mangeaient du passereau, il y avait des petites plumes qui restaient comme ça autour de la bouche, il y avait ce genre de choses qui laissaient penser qu'il y avait effectivement du passereau pas attrapé d'oiseau, qui était consommé. Innocente. Exactement, mettre un petit pouls là qui dépasse de la bouche. Quoi. Détective Pikachu est de retour, attention. C'est exactement ça. Et les premiers, donc les premières données qu'on avait sur ce comportement, ça date de 2001. On avait une première étude qui avait décrit les excréments donc de cette noctule en 2001. Et dans ces excréments, on avait des restes d'oiseaux. Donc de petits passereaux, à peu près de sa taille. En gros, je sais plus exactement quelles espèces, mais c'était des trucs qui avoisinaient la taille de la chauve-souris elle-même. Donc on s'était dit, c'est possiblement charognard, ça doit manger des restes. Après tout, c'est normal, beaucoup d'animaux font ça. Pourquoi pas ? Et on n'était pas sûr que la chauve-souris elle-même soit capable de chasser elle-même les passereaux en question, et bon, ça c'était venu à l'idée des chercheurs à l'époque, enfin ils s'étaient dit, bon, quand même, des choses de la même taille, normalement, ça se mange difficilement quand même, puis le passereau ça vole, donc bon, il est possible qu'il s'échappe, ce serait quand même assez improbable. Sauf que dernièrement, on a une étude qui est sortie,
Et qui nous montre que, en fait, si, les chauves-souris sont tout à fait capables d'attraper du passereau, et non seulement elles en sont capables, mais en plus elles le font régulièrement. C'est-à-dire que dans cette étude, ils ont pris donc des noctules, ils leur ont mis sur le dos des petits sacs à dos, comme on fait pour les oiseaux quand on leur met un petit GPS, et sur ces mini GPS embarqués, on a pu voir les mouvements que les chauves-souris faisaient, notamment les plongeons qu'elles font lorsqu'elles suivent des proies à la trace. Et ils ont arrivé à corréler ça avec les mouvements d'évasion des passereaux en question. Et effectivement, les chauves-souris en question, elles chassaient très régulièrement du passereau. Donc, cette étude qui est sortie il n'y a pas longtemps montre que ces chauves-souris chassent, mais en plus qu'elles le font pas n'importe où, et c'est la raison pour laquelle on n'a jamais pu les observer, c'est que souvent cette chasse aux petits passereaux se produit à plus de 1000 mètres d'altitude. Ce qui est un peu difficile du coup... En pleine nuit? Oui. Mais du coup elle attrape les martinets? Oui. Exactement. C'est capable d'aller à plus d'1 kilomètre au-dessus du sol pour choper du oiseau. Et donc, évidemment, en pleine nuit, ces animaux-là ont quand même un avantage non négligeable, c'est qu'ils pratiquent l'écholocation, et que donc ça leur permet de se repérer là où les oiseaux eux-mêmes, en pleine nuit, ont leur sens de la vue qui est sacrément compromis, parce que c'est plus compliqué pour eux de voir la nuit, vu qu'il n'y a plus leur repère habituel. Donc elles sont capables d'aller chasser de l'oiseau, en tout cas déjà de l'effaroucher au début pour qu'il s'envole, et ensuite de récupérer l'animal en plein vol, à plus d'1 kilomètre d'altitude, lorsque la pauvre bestiole est certainement en train de se demander ce qui lui arrive. Et puis voilà. le sort en est jeté, et le passereau y passe. Donc bon, sachant qu'en plus, contrairement aux insectes qui, eux, sont capables de détecter les vibrations des ultrasons des chauves-souris, parce que les insectes sont capables de détecter ce genre de choses, les oiseaux, eux, n'en sont pas capables. Donc en fait, ils savent pas ce qui se passe. Et c'est là tout le problème d'ailleurs pour eux, c'est qu'ils ont aucune idée de ce qui leur tombe dessus en pleine nuit. On a quelques rares espèces qui peuvent entendre les ultrasons, hein, donc les sons qu'émettent les chauves-souris, mais on est plus sur des oiseaux que l'on trouve en Amérique du Sud, notamment les guacharos, qui eux aussi d'ailleurs utilisent l'écholocation pour se déplacer. Oui. Mais du coup... Mais là c'est particulier pour le coup. Ouais, du coup là c'est effectivement différent. Quelles sont les proies qui sont attrapées? Parce que j'ai parlé de martinet, mais le martinet n'est pas un passereau, Sophie. Non, pas exactement. Alors ils savent pas exactement lesquels pour l'instant. Ah d'accord. Visiblement il y a plusieurs choses possibles. Alors ils savent pas exactement lesquels sont les plus communs, lesquels sont. Donc on attend la suite de l'étude avec impatience pour savoir lesquels sont vraiment chassés régulièrement, lesquels sont moins souvent récupérés. Bref, on est plus sur au niveau de la taille de l'oiseau, ils sont sur du petit passereau, mais je serais incapable de citer toutes les espèces. Ok. Voilà. Ok. Mais ça, c'est vraiment une enquête pour Dr Piu Piu. Voilà. Parce que elle, maintenant, puisque c'est une femme désormais, serait capable d'identifier justement les victimes de ce terrible tueur en série, de cette tueuse en série même. Oui. Voilà. Mais oui. Alors, pour te donner quand même une idée des oiseaux qui ont été capturés, il y avait notamment du rouge-gorge, il y avait du pinson, il y avait ce genre de choses, tu vois, ça te donne une idée un peu des espèces. Donc des oiseaux à peu près de la taille de la chauve-souris quand même. Hein. Exactement. Bon. Et il donnait une comparaison dans l'article, ça pour nous, de la taille de la chauve-souris, mais ils sont un peu moins... au niveau poids, ils sont un peu plus légers. Donc ça fait un peu comme si toi, pendant ton jogging matinal, tu te mettais à courir après une bestiole d'à peu près 30-40 kilos pour en faire ton repas. Voilà. C'est pas mal quand même. C'est pas mon objectif de vie. Non, mais ce serait pareil. C'est plus ou moins ce qu'elles sont en train de faire quand elles volent et qu'elles attaquent des animaux qui sont quasiment de leur taille. Faut imaginer ça, si on rapporte ça à la taille relative de l'animal. Ça fait ça pour nous. Incroyable. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, voilà, je connaissais pas cette
cette histoire de prédation par les chauves-souris, donc ça m'a intéressé. Mais Et puis, moi, j'en avais voilà. déjà entendu parler, mais c'était peut-être trop, Ouais. comment dire, occasionnel, quelque part. On savait pas exactement comment ça se passait, donc c'était difficile de se Mhm. prononcer sur la quantité de proies ingérées, sur, comme je le disais, c'était possible que ce soit juste des charognards qui profitent d'une C'est vrai, opportunité. absolument. Ouais. C'est possible. Parce Mhm. qu'on en a aussi des oiseaux qui font charognard, et il y en a beaucoup qui en profitent. Rien que les buses variables en France. Alors certes, elles sont tout à fait capables de chasser, mais elles sont aussi tout à fait capables d'attendre au bord de la route pour choper le cadavre qu'il y a sur le macadam. Eh ben oui, c'est pour ça que Et vous voyez autant voilà. de buses sur les pilotis d'autoroute. C'est parce qu'elles n'attendent qu'une seule Exactement. chose. Elles attendent à manger. Voilà. Donc, Qu'il y a un truc qui traverse, mais c'est tellement plus simple. Quand on y ah oui, pense, en bien fait, sûr. c'est tellement moins de dépenses énergétiques, c'est vachement mieux. Ah ouais, c'est exactement. Hop, C'est comme de fast-food. les corbeaux qui utilisent les voitures pour casser les graines. Pourquoi s'embêter à casser les graines soi-même en les Ben oui, balançant sur la route quand des voitures peuvent le faire pour vous? Hein. exactement. Donc c'est ça Incroyable. qui était c'est terrible. Donc Donc, voilà, j'ai appris quelque chose, j'étais contente, et puis ça m'a fait plaisir de lire des petits trucs un peu différents sur d'autres types de choses qui volent. Voilà. eh ben, J'espère que affaire ça à vous change un suivre peu du coup aussi. pour connaître un petit peu plus le mode opératoire de la chauve-souris, Mhm. pardon, et de connaître les victimes. Voilà, ça... Il y a déjà des réflexions sur les prochaines études, justement dans l'étude en question. Alors, dans l'étude en question, évidemment, il y a toujours une petite ouverture sur il faudrait plus de données pour arriver à comprendre un peu Donnez-nous de mieux comment ça l'argent s'il vous fonctionne. plaît pour qu'on fasse de la Voilà, recherche. comme d'habitude. Mais surtout, il y a une intéressante perspective intéressante parce que la noctule d'Europe, c'est pas la seule chauve-souris qui est capable de faire ce genre de choses, et on le sait, on en a dans d'autres parties du monde qui ont plus ou moins le même comportement, plus ou moins la même taille, et qu'on suppose font plus ou moins la même chose avec les oiseaux. Donc en fait, la suite de l'étude serait tout naturellement d'aller voir ces espèces-là et de faire le même procédé pour voir si on peut trouver le même comportement chez elles aussi. Eh bien, merci Sophie de nous avoir parlé de chauve-souris. On part désormais dans l'autre côté de la galaxie. On va parler de Star Wars juste après ça. Bon Sophie, je ne vais pas te faire l'affront de te dire de quoi on va parler puisque tu sais de quoi on va parler. Ah, c'est trop bien, Eh on oui, parle de Star Wars. on va parler d'imitation. Alors c'est un sujet qu'on aborde, j'ai l'impression, tous les 2-3 épisodes. Mais c'est vrai qu'en cette fin d'année, parce que fin d'année pour nous et début d'année peut-être pour vous, bonne année, qui sait. J'ai même pas souhaité la bonne année au début de l'épisode. Eh bien, Mon Dieu, mon Dieu. j'ai encore un mois pour le faire, tout va bien. Mhm. On- pour nous, cette fin d'année, il y a quand même beaucoup de... Je ne sais pas si tu penses la même chose que moi, Sophie, mais il y a beaucoup d'études sur l'imitation des oiseaux. On avait parlé il n'y a pas très longtemps du Ménior d'Albert et des femelles qui étaient capables d'imiter comment dire, des chants. C'était une toute première dans le monde ornitho, hein, on avait eu l'occasion d'en discuter. On connaît d'autres oiseaux qui sont capables d'imitation. Tu parlais de la buse, tiens. Elle est imitée par les tourneaux, voilà. Ou encore le geai qui est capable d'imiter le chat. Enfin voilà, il y a beaucoup d'oiseaux qui sont connus pour le faire. Environ 400 espèces d'oiseaux. Bon, je pense qu'on le dit à chaque fois que je parle d'imitation. On sait que chez ces espèces, on a des capacités d'imitation assez extraordinaires. Mais même si on s'extasie un petit peu sur ces imitations, l'objectif maintenant c'est de comprendre si certains oiseaux sont capables de mieux imiter que d'autres espèces un même son. Et c'est ce qui nous amène au travail de Nick Dam et son équipe, qui donc dans un papier sorti ce mois-ci, donc en novembre pour nous, ont essayé de comparer les imitations de plusieurs espèces. Et ces espèces, eh bien, ce sont des espèces de perroquets, donc du perroquet gris du Gabon, de la calopsite élégante, du loriquet arc-en-ciel, des amazones, de la perruche ondulée, des caïques, vous savez les petits oiseaux là qui sautent partout là en gif, Ouais, c'est trop bien ça. voilà, des perruches à collier, des touis,
et du Oh, c'est perroquet trop bien you-you. ça. Voilà. Donc trucs célestes. plein d'oiseaux qui vont représenter quelque part, on va dire, le côté sombre de la force. Et de l'autre côté, celui qui va pourfendre le mal, les tourneaux sans sonnet, qui est tout seul. Voilà. Oh. Donc, duel déséquilibré entre Psittacidé et Sturnidé. Et l'objectif, eh bien, c'était de savoir lequel était capable d'imiter le mieux le bruit d'R2D2. Parce que oui, les chercheurs se sont basés sur des vidéos qu'ils ont trouvées sur Internet, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, d'oiseaux qui sont capables d'imiter la même source, à savoir donc le robot que l'on a dans Star Wars. On reprend finalement des recherches qu'on avait faites début des années 2010, où on avait étudié, je ne sais pas si tu t'en souviens Sophie, le Cacatoès Snowball, qui était capable de danser, et donc on avait repéré cet oiseau en allant sur YouTube, parce que la propriétaire de l'oiseau mettait des vidéos de lui en train de danser sur du Michael Jackson, ou sur du Cyndi Lauper. Voilà un petit peu pour... et même du Backstreet Boys. Voilà. Alors, ok. Bah ouais. Les oiseaux ont parfois des super goûts musicaux. Alors l'objectif, c'était de savoir si les groupes d'oiseaux différents avaient une capacité d'imitation différente. Donc, ils ont identifié les sonogrammes de toutes les espèces que je vous ai citées précédemment, et ils ont constaté des disparités dans les imitations. Donc les sonogrammes, on le rappelle, c'est la représentation graphique d'un chant ou d'un son qui va être produit par l'oiseau. C'est de plus en plus utilisé aujourd'hui en ornithologie, et ça nous permet de faire des découvertes hyper intéressantes, comme celle-là. Premièrement, les oiseaux qui imitaient donc R2D2, qui est donc le petit robot qui accompagne Luke Skywalker dans Star Wars, eh bien, les oiseaux imitaient R2D2 en séquentiel. Comme R2D2, c'est-à-dire que le robot a plusieurs phrases, eh ben, les oiseaux imitaient justement plusieurs phrases qui symbolisaient le monologue d'R2D2. Deuxième chose, ils ont trouvé deux types de sons. Des sons monophoniques et des sons multiphoniques. Alors, grosso modo, pour distinguer les deux, il faut imaginer sur le sonogramme, pour les sons monophoniques, une seule séquence. Alors que pour les chants multiphoniques ou les sons multiphoniques, on va avoir une symétrie de cette séquence. Donc vous allez avoir d'un côté votre premier son qui va être produit, et vous allez avoir la symétrie parfaite de ce chant ou de ce son. C'est ce qu'on appelle donc le bruit multiphonique. Et c'est justement ce miroir qui va intéresser les chercheurs, parce que les tourneaux est le seul oiseau à être capable de produire des sons multiphoniques. Les perroquets, que l'on considère grands imitateurs, en sont incapables. D'accord. Incroyable tout ça. Et donc, à chaque fois que vous voyez une séquence multiphonique sur les tourneaux sans sonnet, eh bien vous voyez qu'il y a la symétrie qui est apparente. S'il n'y a pas cette symétrie qui est apparente, eh ben on a une imitation qui est moins bien restituée. Alors pourquoi, Sophie ? Eh ben c'est là qu'on va parler d'un organe très important chez les oiseaux, la fameuse syrinx. Et je crois pas qu'on en a trop parlé dans l'émission, Sophie, de la syrinx. Pourtant c'est quand même quelque chose de très important. C'est l'organe qui permet aux oiseaux de vocaliser. C'est l'organe qui permet aux oiseaux de chanter, c'est l'organe qui permet aux oiseaux d'imiter. Et selon l'espèce que vous êtes, eh bien vous allez avoir une conformation de cet organe qui va être différente. Donc la syrinx, c'est un espèce de Y inversé. De chaque portion de ce Y va sortir un son, et c'est quelque part la combinaison de ce son qui va quelque part vous faire le chant que vous allez entendre. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le contrôle de cette syrinx est linéaire chez le perroquet, alors que chez les tourneaux sans sonnet, on a une espèce de modulation entre les deux sorties de la syrinx.
Ce qui fait que l'oiseau peut être capable de faire bouger quelque part ses différents membranes de manière indépendante et donc de pouvoir produire un son qui est beaucoup plus particulier que celui du perroquet. D'accord. Alors, les chercheurs se sont demandé pourquoi justement les perroquets et les étourneaux n'avaient pas forcément la même syrinx. Et peut-être que Sophie, tu nous donneras un complément d'information sur cet organe juste après. Eh bien, pour eux, ils pensent que les perroquets ont une plus grande capacité de restitution, mais elle est beaucoup moins qualitative. C'est-à-dire que les perroquets sont capables d'apprendre beaucoup plus d'imitations, mais en contrepartie, leurs imitations vont être moins réfléchies que celles de l'étourneau, qui va en apprendre beaucoup moins, mais qui vont être beaucoup plus qualitatives. Alors, ce n'est qu'une hypothèse. Est-ce que les oiseaux qui sont plus grands et qui ont un plus grand cerveau savent mieux, ou est-ce que c'est au contraire les plus petits, donc ceux qui ont un plus petit cerveau, qui justement ont cette capacité de rétention moins importante, mais qui travaillent davantage ces champs? Eh bien, ça, ce sera à suivre dans de prochaines études. C'est grosso modo la perspective qui est menée dans cette étude où on a parlé de Star Wars. D'accord. À suivre Oh, c'est donc intéressant dans comme, l'attaque comme des chose. clones. Voilà. Ouais. Oui, pourquoi pas, oui. Qui est le moins bon épisode de la série, mais ça, c'est autre chose. Oh, c'est pas si mal. J'aime bien l'attaque des clones. Oh non, il est. Bah, l'attaque des clones a son nom parce que il y a une attaque des clones pendant 10 minutes dans le film. C'est comme si, je sais pas, le Titanic s'appelait Le bateau part de New York. Je crois qu'il part de New York. Non, il part de Southampton. Bref, c'est comme si on disait le bateau va partir, et c'est en fait les 10 premières ou les 20 premières minutes du film. C'est quand même pas de bol quand même pour un film qui s'appelle L'attaque des clones. Bon, après l'attaque des clones, ça parle surtout du fait qu'il y aura des clones dedans. Effectivement, tu vois tout le développement des clones dedans. Ouais, Faut bien arriver à un moment. Ouais, puis Faut bien arriver à ta bataille, quoi. Faut Il- l'expliquer ta bataille. Ouais, Faut pas mais la non bataille, plus- elle dure pas très longtemps non plus. C'est. Enfin bref, c'est un. Elle est top la c'est bataille un- quand même. Elle est dantesque. Ah, c'est un. Si, est-ce que t'as déjà vu des combats au sabre laser qui étaient mieux que ceux-là quand même? Ah, la hein revanche des Sith était quand même bien cool. Hein. Non, les combats au sabre laser, écoute, de Yoda contre le comte Dooku, quand même. Non, mais quand même. Ah, même. je ne suis pas d'accord. Et puis la romance avec Padmé était de trop, vraiment. Ouais, bon, enfin, C'était. oui. Ah, Bon, écoute. Voilà. Bref, Après, il joue très bien l'adolescent transi. c'était si, les gros lourds comme ça, on en a eu toutes. Je valide. C'était la critique ciné du Courrier de la Sterne. Sophie, qu'est-ce que tu as à nous dire sur la syrinx en plus de ces quelques informations? J'avais vu dans un documentaire fort longtemps que je n'ai jamais réussi à retrouver, que les syrinx avaient des circonvolutions différentes et que plus la circonvolution était quelque part complexe, plus le chant de l'oiseau pouvait être complexe. Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai? Est-ce que c'est quelque chose que tu connais? Après, ça dépend, en fait, je pense, des muscles qu'il y a autour du syrinx. Parce que ce qui se passe, c'est que, bon, comme tu l'as dit, c'est lié à la trachée. Sauf que contrairement au larynx, qui chez les mammifères, normalement, sort de la trachée, c'est ce qui va être juste avant la trachée chez les mammifères, le syrinx, en fait, c'est en dessous de la trachée chez les oiseaux. Donc c'est ce qui va conduire au poumon. Donc en fait, c'est pas exactement le même endroit. Et autour de ça, normalement, chez les oiseaux, vous avez des muscles qui vont lui permettre de le contracter ou pas, en fonction des endroits. Il y a plusieurs muscles, il n'y en a pas qu'un seul. Donc j'imagine que en fonction du type de muscle, de leur placement et surtout de la force de ces muscles, eh ben, ça va permettre à l'oiseau de faire un son plus ou moins différent. Je suppose, hein. C'est ce que j'avais... Si je me souviens de mes cours d'ornithologie, ça fait un peu longtemps. Bah mais, oui, il me semble. Alors, plus je ou moins me ce rappelle qu'on plus disait. quel est le nom de ce muscle. J'aurais pu le réviser pour la, Oui, il y en pour a la plusieurs. chronique, mais oui. Alors il y en a plusieurs. Je crois qu'en fonction, on peut en avoir jusqu'à 4 voire 6, même si je dis pas de bêtises. Enfin, ça peut aller du Alors, on a simple 4 au ou... double, si mes souvenirs sont Alors, bons. c'est des groupes de muscles. Là, tu parles de groupes de muscles, Ouais. parce que tu peux avoir beaucoup... Dans chaque groupe de muscles, effectivement, tu en as 4 à 6, peut-être un peu plus, en fonction des espèces, Je mais sais en gros. plus.
Et en fait, ces 4 à 6 groupes de muscles, donc tu peux en avoir plus que ça. Les muscles eux-mêmes, il y en a beaucoup plus que 4 à 6. Bon, après, c'est encore une fois, ça dépend aussi des oiseaux, donc je peux pas non plus faire une généralité, mais c'est très très modulable et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous entendez tant de chants d'oiseaux qui sont très très différents parce qu'ils ont vraiment des capacités vocales qui dépassent largement les nôtres. Donc c'est un organe assez incroyable si vous avez l'intention de vous pencher dessus. Voilà. Et tout ça grâce à Star Wars. On a peut-être l'un de nos nominés pour l'ignoble Nobel de l'année prochaine. Oh bah non, c'était mignon. Bah oui, mais c'est l'ignoble Nobel récompense les recherches les plus loufoques, quelque part. Oui. Voilà. Oui, si on veut. Si on veut. Ouais, Effectivement. c'est vrai. Moi, j'étais partie sur la poop cam plutôt pour la poop l'ignoble. cam, c'est vrai. C'est Non. vrai. Ouais, je sais pas si elle est éligible, puisque on l'a fait avant Ouais. ou après l'ignoble Nobel qui a été décerné cette année. Je ne sais plus. Ah, je sais plus. Ah, Je sais plus. c'est vrai que la poop cam c'était bien gratiné aussi. Hein. C'était, Ouais. mais c'était plus de la sérendipité. Là, il y a un vrai Tu protocole. crois? C'est. Ouais, mais du coup, à partir de ça, ils ont dessiné un protocole qui leur a permis C'est vrai. de faire un truc derrière. Donc, il y a quand même un protocole, mine de rien. Il est vrai. Ouais. Bref. Ah, ça, écoute, c'était une étude intéressante. Bah Voilà. ouais, c'était une étude fort intéressante. Il y a une super vidéo qui vous résume tout ce que je viens de dire de 4 minutes sur le site justement des chercheurs. Et si jamais vous avez des perroquets ou ou d'autres oiseaux qui font des comportements un petit peu bizarres, qui sont capables d'imitation, n'hésitez pas à leur envoyer un message parce qu'ils prennent justement, science participative oblige, et bien les envois de possesseurs et de possesseuses de perroquets, en tout cas d'oiseaux imitateurs. Donc voilà. Si jamais Si vous vous avez voulez que votre perroquet participe à la science. Exactement, voilà. Si jamais vous avez un perroquet qui est capable de chanter, non pas de danser, mais de chanter du Cyndi Lauper, eh bien, n'hésitez pas. Voilà, c'est... Mhm. Est-ce qu'on nous fait le perroquet un incroyable talent ou pas du tout? Ah, on pourrait en vrai. Ça ferait une Faudrait super... qu'on regarde des vidéos. Mais oui. Mais ça oui, serait mais oui, il faut pour cette nouvelle année qu'on lance un nouveau concept. Il faut ça marche bien sur YouTube, les Mon espèces oiseau a un incroyable talent. les Voilà. reacts sur YouTube, ça marche bien, Sophie. Il faut qu'on regarde des vidéos et qu'on décortique tout ça C'est pas ensemble. les réacts sur. C'est les réacts sur TikTok qui fonctionnent, non? Même sur J'en sais rien, YouTube, je suis pas ça sur marche TikTok. bien. Voilà. Si tu le dis. Bon, en tout cas, tout ça, ça me fait penser au chant polyphonique depuis que tu continues d'en parler là, et c'est. Je sais pas si tu connais le chant polyphonique, la manière dont certains humains sont capables de faire aussi 2 sons différents. C'est notamment le cas en Mongolie. C'est Oui, très principalement là-bas. très particulier d'y parvenir. Alors je sais plus comment les gens y parviennent, mais c'est assez extraordinaire d'entendre ça, ouais. Je crois que Il y a toute une technique. Mais tu commences par un son de base, en fait, qui va être ta basse. Tu la changes pas spécialement, et puis après, tu rajoutes une mélodie par-dessus. Et tu fais pas vibrer la même partie, normalement. Tu fais pas vibrer tes cordes vocales, en fait, pour faire ça. Tu fais vibrer autre chose. Ça te donne un son. incroyable. Bon, on pourrait disserter pendant très longtemps sur le son, sur Star Wars, mais c'est la fin de cet épisode du Courrier de la Sterne. On espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup Sophie de nous avoir parlé de chauve-souris. Merci à vous de nous avoir écouté parler d'oiseaux. Si vous avez aimé cette émission, eh bien n'hésitez pas à la partager. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à retrouver les précédentes. On vous le rappelle, elles sont disponibles sur YouTube, elles sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Si vous avez des questions ou si vous voulez juste laisser un commentaire, eh bien il y a YouTube pour cela. Et le meilleur moyen de faire connaître l'émission, ça reste de la partager. Donc n'hésitez pas à aller la partager. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir écouté ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Rendez-vous la semaine prochaine et bonne année. Salut à tous et salut à toutes. Merci à tous.